Bonjour à tous. C'est un grand plaisir d'être ici avec vous pour le congrès de autisme. That's the end of my French. Et voilà, c'est la fin de mes ressources en français. Je suis en tout cas ravie d'être là. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de nouveaux modèles fondés sur notre nouvelle compréhension de l'autisme et des essais cliniques thérapeutiques que l'on utilise actuellement pour aborder l'autisme de façon différente. Il y a beaucoup de controverses quant au traitement de l'autisme, notamment aux États-Unis. Et je vais passer en revue avec vous quelques diapos parce que, évidemment, on a déjà abordé beaucoup de sujets. Et je crois que c'est un bon moment à ce stade dans notre colloque de peut-être rassembler certains éléments déjà vus depuis le début de la matinée. Je vais vous parler de nouveaux modèles pour comprendre l'étiologie, la cause des TSA et les implications, comment le traiter. Je vous parlerai plus du côté médical que pharmacologique car je n'ai que quelques minutes et puis on discutera de ce que peut signifier ce changement de paradigme dans notre manière de diagnostiquer et traiter l'autisme. Le professeur Bergeron, ce matin, nous a expliqué que beaucoup de gènes sont impliqués dans l'autisme. On sait que l'autisme est un trouble génétique ou du moins des composantes génétiques. On sait que l'autisme, cependant, la génétique n'explique pas l'ensemble des symptômes autistiques. Et on est un peu impressionné par ce qui semble apparaître comme une prévalence de l'autisme. Alors on ne sait pas si c'est un accroissement de l'incidence ou de la prévalence, mais il nous semble qu'il y a de plus en plus de cas d'autisme et on ne peut pas expliquer cela uniquement parce que ce serait un trouble génétique. Donc on pense qu'il y a des choses dans l'environnement qui peuvent influencer l'expression génétique de l'autisme. On essaye de voir ce que cela peut être, mais bien sûr rien n'est définitif. Il n'y a pas un seul facteur environnemental qui pourrait expliquer l'autisme. Des gens nous disent, c'est parce qu'on a changé la pratique diagnostique, on fait des meilleurs reporting, reconnaissance accrue, acceptation accrue de cette pathologie. Mais de plus en plus, les gens se demandent s'il n'y a pas des choses dans notre environnement qui sont susceptibles d'influencer sur l'épigénétique ou l'expression des gènes et la manière dont ces gènes s'expriment. Et bien sûr, c'est inquiétant pour nous parce qu'on se demande ce que cela peut être, mais d'un autre côté, cela nous dit que, eh bien, peut-être, du coup, on peut faire des choses pour contrer cette influence. On ne peut pas nettoyer complètement l'environnement ou retirer toute l'adversité du monde, mais peut-être qu'on peut aider l'organisme à devenir plus résilient afin qu'il repousse ces facteurs délétères et aide l'organisme à devenir plus sain. De manière simplifiée, il y a d'abord dans l'autisme, on détecte une vulnérabilité neurodéveloppementale génétique et puis il y aurait un second coup porté à l'organisme qui serait un facteur de stress environnemental qui emprunterait cette voie vulnérable et qui favoriserait l'expression d'une vulnérabilité. Et puis troisième chose que l'on peut se dire, eh bien c'est un trouble que l'on ne peut pas soulager. C'est vrai que pendant longtemps on perdait espoir parce qu'on traitait l'autisme comme un trouble qui ne peut pas s'améliorer et on n'a pas essayé de faire l'apprentissage par les pairs, etc. On n'avait pas assez étudié les possibilités. Donc, sur ce troisième point, on a fait des progrès. On a inversé la trajectoire. Certains orateurs ce matin nous l'ont expliqué. On fait davantage de choses pour aider les enfants autistes. Mais on commence juste à comprendre ce qu'on pourrait faire au niveau des facteurs de stress environnementaux et des traitements. Mais en fait, ce faisant, on a opéré un changement de paradigme, un changement de vision du problème. Certaines personnes ont fait allusion à la contribution de la psychiatrie infantile qui nous dit que peut-être il y avait quelque chose dans la relation entre le nouveau-né et la mère qui a conduit à l'autisme. Vous savez, ce paradigme, on l'a abandonné, du moins dans la plupart des pays du monde. J'entends qu'il y a encore des gens qui pensent que c'est la faute de la mère qui a mal noué le lien avec le nouveau-né. C'est triste, je pense, de voir cela comme ça. Mais en tout cas, il y a eu un véritable changement de paradigme. On ne pense plus que c'est strictement génétique ou strictement comportemental,
général, maintenant, le nouveau paradigme nous pousse à réfléchir à ce qui pourrait être impliqué au niveau de l'expression épigénétique. Qu'est-ce que cela peut être qui déclenche tout cela? Là, on parle de ce qui se passe entre les gènes et les symptômes. Comment passe-t-on de l'un à l'autre? Certains présentateurs ce matin y ont fait allusion avec des diagrammes qui nous montrent les voies de la maturation neuronale, mais des choses comme des anomalies du système immunitaire ou des réflexes inflammatoires, le stress oxydatif, des perturbations au niveau de la méthylation, d'un dysfonctionnement des mitochondries, pas des troubles mitochondriaux, mais une dysfonction mitochondriale, ces petites cellules d'énergie dans le corps qui nous font carburer, qui poussent le corps, l'organisme à fonctionner. Mais les mitochondries peuvent ne pas être toujours positives. Et on trouve cela, par exemple, des anomalies à ce niveau-là chez 30% des enfants autistes. Ensuite, le métabolisme des acides gras libres entre les fonctions des neurotransmetteurs. On a fait allusion aussi à des hormones qui pourraient jouer un rôle. Ce qui se passe, c'est qu'on ne sait pas à quel moment cela se passe, tous ces troubles ou anomalies au niveau cellulaire. Comment trouver un biomarqueur, une mesure, un test cérébral, génétique, test sanguin, mais qui pourrait nous aider à détecter que tel individu connaît un processus immunitaire ou inflammatoire délétère qui serait susceptible de provoquer un cas d'autisme. Souvent, on essaye des traitements dont on pense qu'ils vont être efficaces et on met tous les enfants affectés d'autisme dans une même étude. Or, il y a tellement d'hétérogénéité entre les cas d'autisme que certains patients vont être améliorés, d'autres pas. Et le résultat de l'étude va être négatif. Ça va nous dire ça ne marche pas. Mais on a mal présélectionné les groupes en fonction des biomarqueurs pour voir chez qui ça marche. Je vous donnerai plusieurs exemples de cela au fil de ma présentation. Autre façon d'envisager ce que je suis en train de vous dire, si on pensait à une analogie, une métaphore, la Terre, c'est un peu un modèle de la maturation du cerveau et de tout l'organisme. Cet été, j'étais avec des amis et ma famille, je visitais l'Alsace et on est passé par les vignobles alsaciens et les gens du coin nous expliquaient l'importance du terroir pour le vin. Et ils nous ont montré le terroir, ce sol volcanique ou sol sablonneux, etc. Mais à chaque fois, ils nous disaient, mais c'est plus que ça. Ce sont les gens qui cultivent la terre, tous ces gens corps et âme impliqués dans la vinification, les vignes, etc. C'est tout ça qui fait le terroir. Et quand on pense au terroir, le cerveau d'un jeune en plein développement, c'est si complexe et il y a toutes sortes de processus qui viennent comme du plus profond de la Terre, on a l'ADN, jusqu'aux symptômes qui apparaissent sur la croûte terrestre, à la surface de la Terre. Mais bien sûr, on se concentre sur les symptômes, c'est plus simple, au lieu de voir le cheminement du bas vers le haut. Et si on examine le centre de la Terre, c'est là que tout se passe, c'est là qu'est l'action, et c'est là que l'on peut agir pour modifier ces processus et aider à ce que les ceps de vigne poussent bien ou à aider nos enfants à bien pousser, comment affecter ces processus au cours de leur développement de manière positive. Ce diagramme nous montre qu'il y a différents phénotypes et là, on peut, sur ces endophénotypes, avoir une influence. Mais par exemple, si on fait une bonne intervention au niveau du comportement et que l'enfant est assez jeune, on peut resculpter, reformater ces neurones, changer la manière dont ces neurones vont maturer en l'aidant à mieux apprendre. Si on voit qu'il souffre de stress oxydatif, eh bien, on peut y remédier là encore et aider les neurones à pousser normalement. Donc, on regarde beaucoup les symptômes, les thérapies comportementales, mais je crois qu'il faut rechercher plus profondément dans le terroir les fonctions immunitaires, les réflexes anti-inflammatoires. Au moins examiner cela sur le plan théorique et puis voir comment l'on peut utiliser cela pour concevoir des études qui vont nous aider à voir chez qui ça marche et comment trouver des biomarqueurs qui vont nous permettre de mesurer l'efficacité de ces possibles.
Une des manières de procéder serait de recourir à la pharmacogénomique. On fait un test sanguin, on regarde l'expression des gènes, l'ARN messager, le niveau supérieur à l'ADN, voir cela et prédire qui va répondre à tel ou tel traitement. Bon, je ne dis pas que c'est la voie à emprunter forcément, mais au moins si l'on constate des changements, on pourra lancer d'autres études pour mieux comprendre. On a eu une subvention du MIH pour étudier des enfants autistes traités avec risperidone. On les a traités à la risperidone pendant 8 semaines, 42 sujets, et on s'est aperçu que les exons de 5 gènes étaient corrélés avec les enfants qui montraient une réponse au niveau de l'irritabilité et de l'agressivité. Et ces gènes étaient présents avant le traitement. Avant le traitement, on a identifié 5 gènes. Un de cela était l'ANF RNF40, associé avec la réaction et autres troubles schizophrénoïdes. Et on s'est dit peut-être ce serait un bon biomarqueur pour nous aider à voir si un enfant se porte mieux avec tel médicament. Donc on a eu des subventions pour réaliser d'autres études interventionnelles. On a étudié un autre médicament comme la risperidone, mais un peu différent. Et puis il y a une autre étude, B12, et où on essayait de voir si on pouvait constater des changements avant la réponse que l'on pouvait prédire et constater les changements qui se corréleraient avec les personnes qui se trouvent mieux après traitement. Donc, un de nos soucis, donc je vous le répète, c'était de trouver un biomarqueur pour prédire le type de bonne réponse. On a étudié différents médicaments, le méthyl B12 qui marche sur l'excitation des neurones, on l'utilise contre Alzheimer. On vient de terminer une étude et on commence une autre avec les acides gras libres et les oméga 3. On a fini la phase double aveugle sur les enzymes digestifs pancréatiques, une étude sur les syndromes inflammatoires et sur le système immunitaire avec la vitamine D. Là, on parle de fortes doses de vitamine D qui peut-être pourraient être efficaces. Alors, le méthyl B12 et le stress oxydatif. Comment est-ce que cela fonctionne? Une excellente étude a été réalisée par Joel James qui nous dit que cette voie du glutathione jusqu'à la synthèse qui permet à l'organisme de se débarrasser des charges toxiques semble déficient chez les gens souffrant d'autisme. Et là, sur la diapo, vous ne pouvez pas voir, c'est écrit en trop petit, mais il y a plusieurs bras dans cette voie où l'on constate qu'il y a des anomalies chez les enfants autistes. Il y a une étude pilote qui nous dit que traiter ces enfants avec du méthyl B12 va normaliser leur stress oxydatif. On a fait une étude, j'étais encore directeur exécutif de cet institut et on m'avait demandé avant l'université de Californie à Davis ou à San Francisco, l'université du Travaux à San Francisco. Ce sont deux établissements différents, mais moi je travaillais à l'Institut du cerveau, dont j'étais le directeur pendant un an, et je viens de passer à l'université de Davis, en Californie toujours. On a étudié 30 enfants, on n'a trouvé aucune différence dans l'ensemble du groupe, sauf que 9 enfants ont performé remarquablement bien. Et quand on regardait ces biomarqueurs, glutathion réduit et oxydation, eh bien, on a trouvé quelque chose qui pourrait être un prédicteur de qui va répondre bien au traitement. Et on a eu une subvention de Autism Speaks pour étudier 50 autres enfants. J'espère la prochaine fois j'aurai des résultats passionnants à partager avec vous et j'espère pouvoir vous dire que le méthyl B12 fait une différence. Sur les 9 enfants qui s'en sont tirés vraiment très bien, c'était spectaculaire chez certains d'entre eux. Et donc on se demande, mais comment cela est possible? Est-ce que c'est une rémission spontanée ou est-ce qu'on a eu une action? Il y avait un enfant qui avait 4 ans quand il était enrôlé dans l'étude. Il avait été inscrit dans un programme
rien n'avait changé avec les traitements précédents et avec l'injection du méthylb12, il a fait l'acquisition du langage, ce qu'il n'avait jamais fait auparavant. Et après les 6 mois d'études, on lui a dit qu'il pouvait quitter l'école maternelle parce qu'il ne semblait plus souffrir d'autisme. Il avait acquis le langage. Je ne sais pas s'il s'agit d'une rémission spontanée, s'il s'est amélioré simplement parce que le traitement a déclenché quelque chose. Mais en tout cas, tous les enfants dans cette école maternelle voulaient que leur enfant soit enrôlé dans l'étude et ils nous ont dit « je veux ce truc miracle qui a si bien marché ». Bon, bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il faille injecter du méthylb12 à tous les enfants, mais c'était vraiment spectaculaire et c'est un traitement assez prometteur qu'on n'a pas utilisé régulièrement par le passé, mais si on peut étayer cela avec d'autres études, on peut l'utiliser chez une sélection d'enfants chez qui ça réussirait. On a aussi étudié l'effet des acides gras et des oméga-3. Tout le monde en prend des oméga-3. Si je vous demande de lever la main, la moitié d'entre vous, je suis sûre, vous prenez des oméga-3 pour vos triglycérides, pour votre cœur et pour d'autres choses. Les oméga-3, on a fait une étude en double blind qui montrait des bénéfices tirés des oméga-3. On a fait une étude nous-mêmes et on a trouvé que ça agissait bien sur l'hyperactivité, mais pas au point où l'on pouvait établir une distinction entre le groupe avec le groupe placebo. Mais il y a avec Autism Speak une grande étude sur Internet. On a vu combien il nous fallait beaucoup d'enfants pour montrer un petit effet, mais sur un très grand nombre de patients. On a fait cet essai sur Internet, mais en leur envoyant par la poste soit du placebo, soit des acides gras oméga-3 actifs. Maintenant, les traitements à base de HBOT, c'est controversé, c'est très coûteux, ça coûte très cher, il faut une chambre et cathéter, et il y a des gens qui disent que ça ne marche pas. L'oxygène hyperbare, il y avait un essai placebo témoin qui montrerait que ça peut fonctionner, l'oxygène hyperbare. Peut-être que si ça fonctionne, c'est en inversant les processus inflammatoires, les cytokines. On a mesuré les cytokines chez 10 enfants, aucun ne présentait des taux anormaux de cytokines. On a refait l'étude. Un parent sur 10 disait que leur enfant se montrait mieux, mais c'était une étude open label, mauvaise architecture. Mais on a trouvé, ce n'était pas concluant. Maintenant, la mémantine, c'est un médicament qu'on utilise contre l'Alzheimer. Ça marche sur les neurotransmetteurs. L'entreprise de labo s'efforce et ils font un essai en double aveugle dans 8 sites différents aux États-Unis pour voir si ça fonctionne sur l'autisme. Certaines études montrent que c'est intéressant, mais c'est un médicament là encore relativement coûteux. Alors ils pensent que c'est prometteur, mais là encore pour seulement un petit groupe d'enfants qui se sont trouvés améliorés en prenant du Namenda, mais pas tous, bien sûr. On vient de finir une étude avec des enzymes de digestion pancréatique. On pense qu'à travers le régime alimentaire, les autistes, en fait, ont du mal à digérer les grosses protéines. Les protéines à grosses molécules, ces molécules de protéines passent dans l'intestin sans être digérées, cause de l'inflammation sur la paroi intestinale, la muqueuse. Et des personnes ont pensé que les enzymes de digestion pancréatique aideraient à décomposer ces grosses protéines. Donc, on n'a pas à s'embarrasser avec les régimes sans gluten. C'est toujours une étude en double aveugle, mais certains enfants semblent se mieux porter, ce qui suggérerait qu'il y a un sous-groupe d'enfants autistes qui souffrent de problèmes gastro-intestinaux. De plus en plus, on voit que l'autisme n'est plus simplement un problème de, bon, c'est pas la maman qui est en faute, c'est pas le cerveau seulement, mais ça concerne l'ensemble du système intestinal, immunitaire et cérébral. Et il faut donc se concentrer sur l'ensemble de l'organisme pour améliorer les symptômes. Et enfin, on réalise actuellement une étude avec de la vitamine D
Cela passe actuellement devant la commission qui approuve les études. On utilise des doses relativement élevées, hein, et l'inquiétude qu'on a à utiliser les taux élevés de vitamine D, on peut réduire les taux de calcium. Donc, il faut des biomarqueurs, mais certains rapports montrent que certains jeunes se portent très bien avec de fortes doses. Enfants autistes se portent beaucoup mieux avec de fortes doses de vitamine D. Notre espoir, c'est qu'on recule les limites de la résilience pour aider le corps de ces jeunes à se fortifier. Et là, on engage la seconde vague d'études, le second niveau, pour réduire cette vulnérabilité et favoriser une bonne expression des gènes. Alors, quand on tient compte de tout cela, c'est mon antépénultième diapo, j'ai commencé à me demander, mais quel est l'aspect médical qui joue un rôle là et comment puis-je penser le trouble autistique comme un tout, où tout le corps est impliqué, non seulement le cerveau. En fait, on pense qu'il faudrait des ondes CGA, comme le docteur Bergeron nous a parlé des nombres de copies, de variants liés à l'expression génétique. Est-ce qu'on peut détecter ces anomalies, aussi petites soient-elles, même si elles ne nous expliquent pas complètement ce qui ne marche pas? Ça nous donne un point de départ à partir duquel travailler. Bien sûr, il y a aussi l'évaluation neurologique. 30% ou plus des jeunes autistes vont développer des problèmes épileptiques. Quand il y a des symptômes gastro-intestinaux, on peut impliquer des spécialistes du système gastro-intestinal. Beaucoup de médecins dissocient les deux symptômes et nous, on veut regarder l'ensemble des symptômes médicaux que présente un individu. On pense qu'il est important d'avoir un soutien de psychothérapie, orthophonie. La thérapie comportementale est importante aussi. Et ABA, en fait, ce ne sont pas que des essais cliniques. Il prévoit des interventions. Il y a aussi ce qu'on appelle les symptômes associés. On peut penser à recourir à la pharmacologie. Et puis les traitements biomédicaux, la mélatonine, c'est très bien pour les enfants qui souffrent d'insomnie. Et puis d'autres choses qui sont des médicaments standards qui ne coûtent pas très cher et qui peuvent faire une différence dans le développement de l'enfant. Souvent, cela va provoquer des changements subtils, mais qui vont faire une différence. Ça, c'est un dessin par un enfant autiste qui ne s'exprimait pas bien. Sa mère disait qu'il dessinait toujours une situation de conflit, une scène de conflit, et qu'il montrait comment on pouvait en sortir. C'est comme cela qu'il s'exprimait. Ce dessin s'appelle la coupe de cheveux. Et vous voyez comment il se sent à l'idée de se faire couper les cheveux. L'homme là-haut avec les ciseaux qui lui coupe les cheveux, et l'abeille, c'est sans doute le bruit du rasoir qui lui coupe les cheveux. Et dans le coin, vous voyez une petite porte. Ça, eh bien, c'est la sortie qu'il a trouvée pour échapper à cette situation inconfortable. Et j'espère que grâce à ce changement de paradigme, du fait que l'on pense l'autisme comme un trouble général et qu'on cherche, depuis qu'on cherche à renforcer la résilience et à mieux comprendre l'autisme, eh bien, j'espère qu'ainsi, nous pourrons aider tous ces jeunes patients à sortir de cette situation difficile. Et Amélie, et tout pour cet génial congrès. Merci pour votre accueil.